L'histoire commence avec une petite elfe préparant le petit déjeuner pour son maître, Zénos. Celui-ci nous explique que dans ce monde, les guérisseurs ont une grande importance, car leurs contributions ont énormément aidé à l'expansion du royaume. Un guérisseur de 3e niveau ne peut que soigner des blessures superficielles, tandis qu'un guérisseur de 2e niveau peut restaurer le corps. Mais un guérisseur de 1er niveau, lui, peut accomplir des miracles. Ces derniers occupent une place prestigieuse à l'hôpital royal, où de nombreux guérisseurs apprennent la magie curative avancée et obtiennent leur licence avant d'entamer leur voyage en tant que guérisseurs indépendants. Cependant, dans un recoin reculé du royaume, nommé Azès, vit un guérisseur sans éducation formelle ni licence pour exercer. Son nom est Zénos, et pour un prix convenable, il peut soigner n'importe quelle blessure. Après avoir terminé avec un patient, il se prépare à sortir pendant que la petite Lily reste sur place pour tout ranger. Alors qu'elle cuisine, Carmilla fait son apparition, déclarant qu'elle meurt d'envie de goûter à tout ce qu'elle prépare. Son visage est marqué par d'énormes cernes, ce qui pousse Lily à lui dire qu'elle doit faire une cuisine délicieuse, car un jour, elle deviendra sans aucun doute l'épouse de Zénos. Une fois Carmilla partie, Zofia arrive au cabinet à la recherche de Zénos, mais Lily l'informe qu'il n'est pas là. Zofia décide alors de l'attendre. Peu après, une autre femme, Linga, se présente à son tour. Lily lui annonce également l'absence de son maître, et elle décide elle aussi de patienter. Mais lorsqu'elle remarque que Zofia est déjà là, elle regrette immédiatement sa venue. En réalité, Linga voulait lécher Zénos de la tête aux pieds, mais Zofia lui rappelle qu'elle est arrivée en premier, et qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle. Les tensions entre elles montent, jusqu'à ce que Lily intervienne pour leur annoncer que Zénos n'appartient qu'à elle. Soudain, une 4e rivale, Lo, fait son apparition. Lily l'arrête net et lui dit que son maître n'est pas là et qu'elle ferait mieux de réparer la porte avant d'entrer. Finalement, toutes décident d'attendre son retour, et pendant que Lily est en cuisine, elle leur demande si elles comptent rester pour dîner. Sans surprise, elles répondent qu'elles attendront Zénos, ce qui signifie qu'elles mangeront sûrement aussi. À ce moment-là, Lily se souvient du linge qu'elle a laissé sécher et leur demande de surveiller la marmite pendant qu'elle sort. Mais à peine est-elle partie que les filles ne peuvent résister à la tentation de goûter à la nourriture. Elle est si délicieuse qu'elles n'arrivent plus à s'arrêter. Zofia les avertit que Lily va les gronder, mais lorsqu'elle sent l'odeur du plat, elle succombe aussi à la tentation et rejoint les autres. Pendant ce temps, Lily s'allonge dans l'herbe, se demandant si Zénos mettra longtemps à rentrer. À l'intérieur, la catastrophe a déjà eu lieu, elles ont tout dévoré. Quand Lily revient et voit le carnage, elle leur demande ce qui diable est en train de se passer. Les coupables baissent la tête, incapables de trouver une excuse. Zofia tente de se justifier en disant qu'elle voulait juste goûter, mais au final, elles avouent toutes leurs fautes. Pourtant, une nouvelle dispute éclate, qui mérite d'être avec Zénos. Lily, exaspérée, leur rappelle que si Zénos les voyait, il serait extrêmement en colère, car il voulait vraiment partager ce repas avec elle. Touchées par ces mots, les filles s'excusent et proposent de l'aider du mieux qu'elles peuvent. Malheureusement, Lily avait utilisé ses derniers ingrédients pour le ragoût, et il n'en reste plus un seul. C'est alors que Carmilla fait son retour, et la pauvre Linga, totalement paniquée, se jette au sol en implorant son pardon. Carmilla, perplexe, se demande bien quoi faire de ces idiotes, tandis que toutes, terrifiées, prient pour leur salut. Lily leur demande alors si elles peuvent aller chercher des ingrédients, et toutes, désespérées, se précipitent à leur recherche. Une fois seule, Carmilla fait remarquer à Lily qu'elle aurait dû les gronder davantage. Mais elle reconnaît que son cœur est trop noble pour cela. À sa place, si quelqu'un avait osé toucher à son alcool ou à sa nourriture, elle les aurait tous maudits sur le champ. Lily, amusée, lui répond qu'elle est peut-être un peu trop douce, mais elle n'est pas certaine de pouvoir terminer le dîner avant le retour de Zénos. Pendant ce temps, Zénos marche dans les rues et aperçoit une femme lapin en difficulté. Un homme aux cheveux longs s'approche d'elle et lui lance, exaspéré, qu'il ne sait pas quoi faire d'elle puisqu'elle disparaît sans arrêt. La jeune femme, affaiblie, lui répond qu'elle a mal au ventre et qu'elle est allée à l'hôpital, mais qu'ils ont refusé de la soigner, car elle n'avait pas d'argent. L'homme la saisit violemment par les cheveux et lui demande si elle croit vraiment qu'un simple mal de ventre peut lui faire gagner du temps. Il l'appelle alors esclave, puis l'entraîne de force avec lui sous les yeux de Zénos. Il la conduit dans un cimetière et la jette sans ménagement sur une tombe, lui disant qu'un endroit aussi misérable est parfait pour une semi-humaine comme elle. Mais soudain, quelque chose d'étrange émerge de la tombe et s'introduit dans son corps. L'homme lui assène alors un violent coup de pied dans le ventre, lui ordonnant d'arrêter de geindre. Voyant qu'elle ne réagit pas, il tourne les talons et lui annonce que si elle veut manger aujourd'hui, elle devra le mériter. Cependant, alors qu'il lui tourne le dos, la femme lapin se relève brutalement et lui tranche le ventre. Pris de panique, l'aristocrate s'enfuit en courant et, apercevant Zénos, lui hurle que son esclave est devenue folle et a essayé de le tuer. La semi-humaine s'approche alors, entourée d'une aura sombre. Zénos interroge l'homme sur ce qu'il faisait exactement, mais ce dernier, terrorisé, balbutie qu'il ne faisait que travailler, et que soudain, son esclave a perdu la raison. La jeune femme attaque, mais Zénos écarte l'homme du danger.
Le lâche aristocrate ordonne alors à Zénos de l'éliminer, mais celui-ci lui répond calmement qu'il n'est pas un assassin. Il esquive aisément tous les assauts, tout en observant la rapidité de la semi-humaine. Aucun semi-humain ne devrait être capable de se mouvoir ainsi. Elle tente de lui porter un coup, mais Zénos érige une barrière magique et l'envoie valser. Malheureusement, elle percute un bâtiment qui s'effondre directement sur le noble. Zénos s'approche de la jeune femme et réalise qu'elle est possédée. Il pense qu'on récolte toujours ce que l'on sème, mais être possédé pendant la récolte, c'est inhabituel. Il utilise alors sa magie curative, expulsant l'esprit maléfique tout en soignant en même temps la jeune femme. Il s'interroge, comment a-t-elle pu être possédée en plein travail? Puis, il se charge de détruire totalement l'esprit qui est sorti de la fille. L'aristocrate, miraculeusement encore en vie, assiste à la scène avec effroi. Il voit Zénos guérir une jambe brisée en une fraction de seconde et réalise qu'il a affaire à un guérisseur d'un tout autre niveau. Il lui supplie alors de le soigner, mais Zénos lui répond qu'il a terminé sa journée de travail et qu'il devra revenir demain. Le noble, paniqué, rétorque que s'il attend, il risque de mourir. Zénos lui annonce alors que, puisqu'il s'agit d'une urgence en dehors des horaires, cela lui coûtera bien plus cher. Pris de court, le noble lui jette un sac rempli de pièces d'or. Mais Zénos, impassible, lui répond que ce n'est pas suffisant. Zénos informe que le prix est bien supérieur à celui du marché, ou bien suppose-t-il qu'il essaie de l'extorquer? Cela fait sourire Zénos, qui lui annonce qu'il est un guérisseur clandestin et ne possède donc pas de licence. L'homme lui demande si cela est possible, mais Zénos lui fait comprendre que c'est un travail illégal, tout comme le pillage de tombes. Le noble, paniqué à l'idée d'avoir été découvert, tente de feindre l'ignorance. Zénos lui dit alors que s'il veut être soigné, il devra compléter son paiement en ajoutant l'esclave. Désespéré, le noble accepte et lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut avec elle. Une fois l'accord conclu, Zénos le soigne. Un peu plus tard, lorsque la jeune fille se réveille, elle lui demande qui il est. Il se présente et lui annonce qu'il l'a acheté. Il lui demande comment prononcer son nom, et elle répond qu'elle s'appelle-t-il. Zénos lui ordonne de se déshabiller, expliquant qu'elle lui a coûté cher et qu'il veut s'assurer de son état de santé. Terrifiée, elle finit par obéir. En enlevant son haut, Zénos constate qu'il avait raison, elle souffre d'un calcul biliaire, qui provoque une inflammation des voies biliaires. Il lui dit qu'il avait également remarqué son ictère. Il la soigne immédiatement. Till, stupéfaite, lui demande ce qu'il a fait. Zénos lui explique qu'il a simplement ouvert son corps, retiré le calcul et refermé la plaie. Till est impressionné, n'ayant jamais vu un guérisseur capable d'une telle prouesse, d'autant plus qu'elle ne garde aucune cicatrice. Zénos réplique que tout guérisseur ferait cela. Till le remercie, mais il refuse ses remerciements, précisant qu'il veut une compensation. Elle lui dit qu'il peut lui demander ce qu'il veut, car elle est son esclave. Il lui montre un carnet et lui demande si elle sait où se trouve une certaine plante. Elle répond que oui. Changement de scène, elle l'emmène sur le lieu où poussent les plantes en question. Zénos la remercie, et Till est surprise de recevoir des remerciements pour quelque chose d'aussi simple. Elle lui demande si elle doit faire autre chose, mais Zénos lui dit qu'elle a rempli son rôle. Cependant, Till se sent toujours redevable. Zénos lui répond qu'il demande toujours un prix juste pour son travail, et qu'elle a déjà fait le sien. Pourtant, elle reste insatisfaite. Zénos finit alors par rompre le contrat et lui annonce qu'elle est libre, que sa vie lui appartient désormais. Till ne sait pas quoi faire, n'ayant connu que l'esclavage. Elle lui dit qu'elle vivra pour le découvrir. Cela convient à Zénos, qui lui fait savoir que ce guérisseur clandestin sera là pour la soigner si besoin, mais que ce ne sera pas gratuit. Le soir, en rentrant chez lui, Lily, un peu gênée, lui annonce que le dîner n'est pas encore prêt. C'est alors que les filles arrivent avec tous les ingrédients. Zénos leur demande ce qu'elles font là, mais Ophia le supplie de ne rien dire. Lily se met à préparer un bon repas. Dans le laboratoire, Camilla lui fait remarquer qu'il semble lui être arrivé quelque chose d'intéressant aujourd'hui, lui demandant si c'est à cause de la fille qu'il a rencontrée. De son côté, Lily annonce qu'avec autant d'ingrédients, elle va préparer un véritable festin. Mais avant cela, elle lui préparera un thé pour qu'il puisse attendre tranquillement. Après avoir subi de nombreux dégâts, un certain village décida de dépenser toutes ses économies pour engager les crocs du dragon flamboyant, un groupe d'aventuriers surpuissants, afin de vaincre Fenrir, un monstre de rang S qui venait d'apparaître. Ce dernier envoya immédiatement valser l'un des membres du groupe. Malgré les difficultés, Bandana, l'aventurière la plus rapide, Marlefis, la mage, et Golnova, le guerrier des flammes, réussirent à vaincre la redoutable créature. Ce qui est surprenant, cependant, c'est qu'un autre membre faisait partie du groupe, Kurt. Il était le plus faible de tous et se chargeait uniquement des tâches secondaires pendant que les autres sauvaient le monde. Bien sûr, c'est notre protagoniste. Malheureusement, le lendemain, après l'avoir un peu humilié, son propre groupe lui annonça qu'il était viré. Kurt ne comprenait pas pourquoi, alors Golnova lui répondit que c'était évident, quelqu'un d'aussi inutile, incapable de vaincre un simple Slim, n'avait pas sa place parmi eux. Les deux autres étaient d'accord et trouvaient Kurt encombrant.
Malgré ses supplications, ils finirent par l'expulser sans ménagement. Quelques jours plus tard, sans autre option, notre protagoniste se rendit à une agence pour chercher du travail. La réceptionniste commença par lui poser quelques questions et lui fit passer un test d'aptitude. Après avoir noté son nom et son origine, elle voulut savoir ce qu'il faisait avant. Kurt expliqua qu'il s'occupait des tâches mineures pour les crocs du dragon flamboyant, ce qui étonna beaucoup la jeune femme, car ce groupe venait d'être promu au rang SS. Bien qu'embarrassée d'avoir été licenciée, elle lui fit comprendre que cette expérience pourrait l'aider à décrocher une nouvelle opportunité. Vint alors l'évaluation de ses aptitudes. Dans ce monde, elles sont des talents octroyés par les dieux, et l'examen pourrait révéler des capacités que Kurt ignorait posséder. Les aptitudes sont classées de G, le plus bas, à SSS, le plus élevé. Par exemple, quelqu'un avec un rang bas ne pourrait pas trancher des objets durs avec une épée, alors qu'un individu de haut rang le ferait aisément. Kurt y vit une nouvelle chance, du moins jusqu'à ce qu'il découvre que toutes ses aptitudes étaient classées rang G, sans exception. Même la réceptionniste fut choquée par l'absence totale de talent en combat. Elle pensa qu'il lui serait difficile de trouver du travail, mais lui demanda de ne pas se décourager, car il restait encore les tests d'alchimie et de forge. Malheureusement, la personne responsable de ces tests étant absente, il lui faudrait attendre au moins une semaine. Kurt précisa qu'il n'avait pas d'argent, alors la réceptionniste voulut l'aider en lui proposant un test physique, soulever un sac de sable. Le protagoniste s'exécuta, mais, à sa grande surprise, il sentit immédiatement sa magie se faire aspirer par l'objet, qui devint de plus en plus lourd. La réceptionniste le félicita, car sa force pouvait être utile dans le domaine de la construction, notamment pour réparer un mur dans une ville frontalière. Sans hésiter, Kurt accepta, et elle prépara les documents nécessaires. Il fut alors présenté au responsable du chantier, un homme sceptique à son sujet, mais qui, faute de main-d'œuvre, l'accueillit tout de même. Il lui expliqua qu'il devait simplement mélanger du ciment et réparer la muraille. Son salaire serait calculé en fonction de son rendement, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas se permettre d'être paresseux. Kurt se demanda s'il devait renforcer le ciment avec de la magie, mais comme son supérieur ne le lui avait pas précisé, il supposa que c'était une chose tellement basique qu'il n'avait pas jugé utile de le mentionner. Déterminé à prouver sa valeur, il se donna à fond. Lorsqu'il revint plus tard, le chef du chantier resta sans voix. Il ne comprenait pas ce que Kurt venait de faire, avec peu de matériel et en seulement 3 heures, il avait réparé un tiers de l'énorme mur ouest. Le blond demande à Kurt comment il est arrivé en hauteur alors qu'il n'y a même pas d'escalier. Kurt lui explique qu'il a préparé le ciment, l'a lancé pour qu'il adhère, puis l'a étalé avec ce bâton. Le type ne sait pas quoi en penser et lui demande combien de jours il aimerait travailler. Kurt avoue qu'une semaine serait incroyable. Le responsable trouve cela parfait, lui annonce qu'il peut partir pour aujourd'hui et s'excuse pour le paiement, expliquant que c'est tout ce qu'il peut lui donner pour l'instant, mais qu'il lui versera beaucoup plus tard. Le protagoniste est super content et se promet de faire encore plus d'efforts demain. Le lendemain, les habitants sont impressionnés par les progrès réalisés, car cela défie toute logique. Le blond annonce à Kurt qu'à partir de demain, il ne doit plus venir travailler. Kurt ne comprend pas pourquoi, étant donné qu'il a bien travaillé. Le type lui explique que la réparation des murs avait été planifiée pour aider à réduire la pauvreté dans la région, mais qu'à ce rythme, Kurt risque de priver tout le monde de travail. Notre héros ne comprend pas complètement, mais son supérieur lui dit qu'il travaille trop bien et trop vite, et qu'il ne comprend pas ce qu'un type de rang SS ou SSS fait ici à réparer des murs. Il lui remet son dernier salaire et lui conseille d'aller travailler dans la capitale. Kurt n'en revient pas. De retour à l'agence de travail, il remarque une fille en train de faire un scandale. Elle cherche des mineurs pour travailler, mais dans une montagne qui n'a pas encore montré de potentiel. Malgré tout, elle propose un paiement uniquement si quelque chose est trouvé, sans avance ni garantie. La réceptionniste lui conseille de chercher des investisseurs, mais la fille explique qu'elle a une semaine pour payer les impôts, sinon la montagne lui sera confisquée. Elle est donc pressée. Kurt se propose immédiatement comme travailleur, mais la fille refuse, car elle a besoin de quelqu'un de musclé. Ne trouvant personne d'autre, elle finit par accepter. Kirchel, la réceptionniste, pense que Kurt est quelqu'un de bien et qu'il aurait de meilleures opportunités ailleurs. Puis, elle commence à fantasmer sur la beauté du jeune garçon. Mais elle sort vite de ses pensées en voyant un dépôt sur le compte de Kurt pour la réparation des murs, 200 pièces d'or. Elle en reste bouche bée et finit même par tomber à cause de 2 sacs de sable. Sa collègue lui explique que ce ne sont pas de simples sacs de sable, mais qu'ils sont conçus pour mesurer la quantité de magie d'une personne. Plus on a de magie, plus ils deviennent lourds, alors que pour une personne normale, ils ne pèsent rien. En fait, cette méthode est rarement utilisée, car elle ne se déclenche qu'à des niveaux de sorciers royaux. On doit les renvoyer, et elle demande à Kirchel de les mettre dehors. Kirchel accepte et en les soulevant, elle constate qu'ils ne sont pas si lourds, ce qui signifie que Kurt cache quelque chose d'encore plus spécial qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps, Kurt et sa nouvelle employeuse arrivent enfin au campement de la montagne. Il est surpris de ne voir qu'une seule tente. La fille, qui s'appelle Ulycia, lui dit que c'est largement suffisant pour 2.
Kurt explique qu'il ne pourrait pas dormir au même endroit qu'une fille aussi jolie qu'elle, ce qui la fait rougir. Pour éviter le sujet, elle lui donne à manger, ce qui rend Kurt heureux, car il n'avait pas mangé un plat préparé par quelqu'un d'autre depuis longtemps. Pendant la nuit, il n'arrive pas à dormir et se retourne pour voir si Yulichia dort. Mais ce qu'il voit le met tellement mal à l'aise qu'il décide de sortir, car après tout, il reste un homme. En réalité, elle le testait, et elle est ravie de voir qu'il est un garçon bien et surtout gentil. Le matin suivant, elle découvre que Kurt a dormi dehors toute la nuit et a même cousu un peu ses vêtements, ce qui l'impressionne. Après un échange de bonjour, elle lui demande de se préparer, car ils vont commencer l'excavation. Kurt lui demande si elle a une stratégie pour savoir où creuser, mais elle répond que non et qu'ils commenceront au hasard. Kurt lui dit qu'ils ne peuvent pas creuser à l'aveuglette et qu'ils cherchent quelque chose en particulier. Il lui demande de le suivre. Après un moment, il trouve une pierre contenant de magnifiques cristaux, qui pourrait leur rapporter jusqu'à 3 pièces d'or. Yulichia n'en revient pas, en un rien de temps, il a trouvé une partie de ce dont elle avait besoin. Après quelques heures, Kurt a extrait tous les cristaux des roches, et Yulichia est impatiente de les vendre. Mais Kurt lui demande d'attendre. Elle accepte, pensant que c'est parce qu'il a fait tout le travail. Mais en réalité, ce n'est pas la raison. Kurt explique que les cristaux sont trop petits pour être vendus à bon prix, alors il décide de les transformer en cristaux magiques. Yulichia est stupéfaite, moins de 10 mages dans tout le royaume sont capables de le faire. Pourtant, en quelques secondes à peine, Kurt y parvient. Elle n'en croit pas ses yeux, car même pour créer le plus petit cristal magique, il faut normalement au moins 1 heure. Kurt, quant à lui, doute de ses affirmations. Après tout, il ne possède pas tant de magie que cela. Mais Yulichia commence à comprendre qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Après l'extraction des cristaux, ils conviennent de se retrouver le lendemain. Yulichia part vendre les cristaux, tandis que Kurt s'occupe d'autre chose. Un peu plus tard, un garde interroge Yulichia sur l'origine des cristaux et exige un certificat de fabrication. Elle résout le problème en présentant un symbole attestant de son affiliation aux aventuriers sous la protection de la couronne, ce qui lui accorde un permis spécial. Elle profite alors de cette occasion pour se téléporter directement à la capitale. Elle se rend chez Mimiko, une vieille connaissance, pour lui vendre les cristaux. Mimiko remarque une faible lueur en eux et décide de les examiner de plus près. Yulichia s'attendait à ce qu'ils aient peu de valeur, peut-être 4 pièces d'argent au maximum. Pourtant, après inspection, Mimiko lui annonce qu'elle est prête à acheter un cristal pour 10 pièces d'or. Surprise, Yulichia demande une explication. Mimiko lui révèle que ces cristaux contiennent 10 fois plus de magie que la normale et que leur faible éclat est en réalité une protection empêchant la magie de s'échapper. Yulichia l'informe qu'elle en possède encore 49. Pour Mimiko, ce n'est pas un problème, elle sort immédiatement une bourse contenant 500 pièces d'or. Cependant, Mimiko pose 2 conditions, Yulichia ne doit vendre ses cristaux dans aucune autre boutique, car elles seules sont capables d'évaluer leur véritable valeur. Elle veut absolument savoir qui les a fabriqués. Yulichia refuse de répondre sans l'autorisation de Kurt. Mimiko insiste en invoquant son statut de sorcière de la cour royale, un rang équivalent à celui d'une comtesse honorifique. Mais Yulichia n'en a que faire et refuse catégoriquement. Finalement, Mimiko tente une autre approche. Elle lui demande, en tant qu'amie, de protéger Kurt et de veiller à ce qu'aucun autre royaume ne puisse s'emparer de lui. Elle lui révèle aussi que la cour royale et ses collègues envisagent sérieusement de lui offrir le poste de directeur de l'Institut royal de magie. De plus, le roi pourrait même lui accorder le titre de comte honorifique. Sous le choc, Yulichia finit par accepter. Plus tard, elle se rend à l'agence de travail, où Kirchel et sa collègue meurent d'envie de savoir qui est Kurt. Grâce à son affiliation, Yulichia obtient toutes les informations sur lui. Elle apprend qu'il faisait partie d'un groupe de rang SS et qu'il a travaillé sur la réparation des murailles de la ville. Avant de partir, elle demande à Kirchel de déposer toutes les pièces d'or sur le compte de Kurt et lui interdit strictement de divulguer la moindre information sur lui, peu importe qui la demande. De retour au campement, Yulichia découvre avec stupeur que Kurt a construit une maison entière pendant son absence. Choquée, elle lui demande s'il trouve normal de bâtir une maison en une seule nuit. Avec un air détendu, Kurt répond que, dans son village, c'est tout à fait standard. Yulichia ne sait plus quoi penser.